que pour moi, le poème, c'est une pensée à l'acte. Voilà. Oui, c'est de la pensée à l'acte. C'est pas du sens, c'est de la pensée à l'acte. Tu nous lis la métaphysique de la poitrine? Je vais lire la métaphysique de la poitrine. Voilà. Alors, on va commencer par un plus long, puis après on fera plus court. Et j'ai prévu exactement 30 minutes, de façon, mais si vous en avez assez, à un moment donné, faites stop, on ne veut plus. Alors, je vais vous lire le premier, tout simplement. Fragment 1, un besoin de lumière. De lumière, un besoin de lumière. Dans une obscurité, un sentiment d'obscurité, un besoin de lumière lucide, au vif argent des oliviers, d'une lumière équitable, dans une obscurité où passe le noir des femmes endeuillées. Un besoin d'ouvert de la lumière. Qu'arrive-t-il lorsque la vie se déserte, questionne-t-elle? Quand la vie se déduit d'elle-même et qu'elle éclabousse de sang ou de larmes? Lorsque les mots vont comme chat à la litière pisser un jet d'urine, qu'il n'y a d'autre abri pour la parole que sa fuite, un peu de sueur éparse au bord de la boîte. Dans la domestication de la conscience, quoi demeure? Quand le regard ne tient plus qu'à un fil de désespérance, il se couvre, son soleil dénie de visage. Dans l'eau et le sable s'inversant, l'ombre force la clarté dans la demeure de l'être. Le monde, nos bouches, se disputent son os. Et la parole, dans la nuitée de la parole, quand nul fantôme d'elle-même ne hante ironiquement la parole, c'est un grelottement qui tressaute au bout du fil à plomb. Elle demande. Que signifie l'absence qui s'étreint? Un trou noir de la conscience? Tout son poids d'histoire l'effondrant sur elle-même? Cette conscience de chaussettes retroussées qu'est la nôtre en ce moment. Vilaine affaire. Et je n'ai ni mots, ni main de miracle pour faire éclore à l'user du talon le trèfle de rédemption. Dans le caquetage incessant des signaux et des ondes, un brinque-ballement de casserole à la remorque d'un camion, un grand silence me prend qui lui aussi est sombre. Y a-t-il une ridelle de jour, un répit sur la crampe des échines courbées? Demande-t-elle, ne serait-ce qu'une lime pour rogner un coin de lumière. L'ongle au bout des doigts qui casse, c'est la fragilité de notre nuit. Et je n'ai pas de réponse. Prête à aller comme un gant à ces questions. La lumière n'est-elle que l'envers de la nuit, demande-t-elle, un caillou de l'immensité? Je dis l'immensité n'est pas l'éternité, et c'est une pause sonore, une respiration illusoire. Mais dans l'interstice des syllabes se fissure quelques secondes le compact de la nuit de l'esprit. Son cerne épais sur la dentelle de cette nuit, légère, bleutée, cliquetante, où se penche le corps accoudé au balcon. Elle dit. Ce n'est pas ce que j'appelle nuit, cette durée entre les doigts qui la déchirent. Dans le monde, la nuit. Mais peut-être je me trompe. Ainsi sont les mots. Dépeceur de dépouilles. Et la nuit dont elle parle est un cadavre de nuit, une insignifiance grise, une trahison de la nuit, dans la bouche qui prononce à mêle sa nuit. Un besoin de lumière. Même bougies ou lumignons, leur ombre soyeuse presque de bête, de petits félins nocturnes au poil doux, une coquille de lune s'écrase sur elle-même, disparue dans le feuillage du prunier. Anecdote de l'œil au jardin, sa cueillette nocturne, une consolation pour elle qui questionne à la périphérie de toute chose, parce qu'il n'y a pas de centre où nommer la chute de la parole dans son nom. Quand seront le câble de la conscience et que sa carcasse flotte sur l'eau du bassin, où va-t-elle fuyant en nous? Qu'est-ce qui va et se déduit de soi-même, demande-t-elle. Il n'y a pas d'âme à cette exfoliation, seulement la peur et l'avidité, ou le regret de ne pas passer bras dessus, bras dessous, le pont d'une rivière dans la joie des amants, ou la course d'un lévrier avec son corps maigre, sous son poil long, le déhanchement excentrique du lévrier afghan, et l'apprivoisement de la parole à sa surprise. Je parle de toi, et c'est une sorte de lumière.
Le vent dehors s'étue. Baisse la voix, dit-elle, que j'écoute la procession des feuilles sur le tronc de l'amandier. Ce qui vit est silencieux, souvent sans cri. Il ne naît rien de vif dans l'éparpillement qui nous submerge. Si tu cueilles un mot à ma lèvre, garde-le, dit-elle. Elle appelle. Qui répond? Au labyrinthe de l'oreille pagariane pour dérouler le fil, je suis pressé de finir ma phrase, comme on finit de vivre. Dans l'encombrement pour ceux qui suivent et une lassitude d'encore attendre. Pas de monstres cachés sous les banquettes de Sky, tous sont en nous, au tic-tac des poitrines, et nous, à leur mendier la place de dormir tranquille. Pendu au 131 portique du regard, le clou du regard fixe la voie à la voûte, un besoin de lumière à hauteur de la lumière, au larynx une spirale de cendre, à l'évier celle de l'eau qui brasse miettes et épluchures, couronne d'iris ou d'arômes dans le cornet, leur cornet roulé sur leur gros pistil jaune, une antenne à parole perdue, un phallus de fleurs et le pollen au pourtour de son rire dans la familiarité des mots. Mais plus loin, passé le seuil de la porte, il déserte sur le paillasson, en nous, la poussière de tant de pas dans l'absence de route. Un escalier conduit dans la rue à l'avenue commerçante, puis en banlieue, puis passer dans le périphérique, dans une campagne de chaume. Où allons-nous, demande-t-elle. Des crêtes de clarté se ruent à la pupille, et je regarde sans voir, plutôt j'écoute, yeux fermés, le vide de la rue le soir, ou un à peine de brisé dans les blés, sous le brandissement de l'autoroute. Parfois, rivière, prairie, montagne, glacier, lac, forêt, surgissent arcades, dit-elle, ample, dans une bouffée miraculeuse, un panier de vie. Puis ils s'effacent et demeurent le défigurement. Souffrir n'est pas savoir, pas même une échappée verticale, c'est simplement inutile. Force et beauté sont sans promesse ni quête, seulement à main nue. Le cœur bat sous le clapet des côtes, horloge intime qui porte nul autre ailleurs que celui du temps qui s'écoule, lueur minime entre les pouces, la terre labourée et son écorce sèche à l'arête des sillons. Bon, il n'y a pas de quoi désespérer, je dis, posant la bêche contre mon genou. Ce n'est qu'une vie, avec ses colères, ses craintes, son tâtonnement, et à chercher le vrai, elle peine à poser en elle l'assise. Genoux croisés en posture de yogi, avec juste une crampe au ligament à la torsion de la cheville, remontée sur le mollet, droite la colonne d'air qui va du ventre au centre du crâne, bien ouverte, pour que s'expulse l'âme vers son envolée, et sa saguée de sarbacane, je la souffle par les pores. Sages les maximes de sagesse, mais au-delà de leur fraîcheur au front, rien que la serviette humide de sueur roulée sur la chaise. Une voix pulse en tout ailleurs son besoin de lumière, en bout de langue, comme les 22 lettres à celles du patriarche, parole à respirer quand le souffle est court et l'espérance, un effort trop grand pour une fatigue quotidienne qui monte marche à marche les escaliers dans la lassitude et parfois l'amertume. Un besoin de... Et son hamac tendu, ou s'allonger dans le pétillement des jets et des mésanges, le métronome du pivert, comme une façon oiseau de dire toi dans l'épaisseur du monde. Vers où cette écoute de l'entier de tout, demande-t-elle? Est-ce qu'elle suffit à chasser les ténèbres, à assécher le sang, à laver la souillure de nos croyances, à ramener taper au carreau le bonheur d'exister? Qui déchirera la rétine de nuit qui rabat nos visages sur leurs rides? Et quel mazout pour l'hiver de la lumière? Qui serons-nous et que serons-nous dans 10 millions d'années, tête pendue à l'encolure de l'oubli? Un coup de lumière, comme un talon frappant la vase d'un fond de lac, nageoire déployée, mon cœur dit ma vie, tout à coup le ciel pour nous, et la lumière égale, sans déduction, même si l'eau est muette. Tout à coup, la nudité des corps et une souveraine indécence, tout à coup dressée, tout à coup l'espace, et le souffle 77 noms dans les nombrils accolés. Nos lèvres portent la malveillance des dieux et leur malédiction, qu'ils s'écroulent à jamais dans les ronciers, serpents gloire émergeant des joncs et des iris, bu par la boue de nos bouches, nos dieux décapités. Une pomme sûre tombe dans la flaque du tronc arrosé.
Elle s'y lave de tout avenir et va pourrir dans l'eau, à moins que les doigts ne la ramassent. Un hanneton se faufile par le camion de la peau, son goût de pulpe mûre sous le palais tiède de chaleur et de croupi. Un canif de lumière, pour détacher la pétiole du fruit, nos dieux de notre humanité, et faire une nuit paisible dans l'odeur d'aloès et d'eucalyptus, le blanc de mer et son chemin de lune, qui ne mène qu'à son scintillement d'étoiles humides, orphelin enfin. Trop de caïmans posés sur le fauteuil en simple robe de chambre, et pas d'autre mystère à explorer que celui des paupières qui se ferment. Dans le champ, celui de la langue coupée. À l'œil, le guet. Entre mérite et démérite, le fléau de la règle pèse les mortels et la voix taille les mots dans leur attente. Ce soir-là, dit-elle, ainsi commence l'histoire et sa fin reste intacte. C'est un timbre d'alto, une note aiguë de klaxon, un sifflement de bise, un roulement de tari. Ma tête sur le billot. Il n'y a rien qui ne soit faux dans nos histoires, rien qui ne soit vrai dans nos fables. Cycliquement, des hommes en décapitent d'autres, ou enterrent leurs femmes dans le sable, simplement comme un troc un tissu, comme on barde une pièce de bœuf, sans remords ni inquiétude, ni sauvagement, ni innocemment, parfois dans une sorte d'extase de la mort, mais le plus souvent, communément, un vieil héritage de raptors et de tyrannosaures. Et ce que ça révulse se fige dans une stupeur hébétée d'herbivores, aux questions des questions, à l'humain l'inhumain, de coq de castagnette, tintinabule, l'insignifiance et le terrible. Vers où allons-nous dans l'aveuglement et l'indifférence, demande-t-elle. Et c'est une voix d'enfance qui murmure à ses lèvres, car pour le reste, c'est groin de porc par où transite la parole. Un chiffon de lumière, pour faire rendre gorge à la malédiction, et que vibrent d'autres cordes que celles des pendus dans l'intact invisible du vide. Un besoin de terre sur nous pour enterrer l'entier de notre histoire. D'une terre lourde, charnue, sexuelle, d'une belle terre ventrue de femelles, d'une bonne terre de mâle couillu, se remettant au monde dans le poil du seigle de mer, et nous avec, cul lavé par le jusant, un besoin de tympan pour écouter la lumière, sa voltige de photons et de quarks, son petit pas menu quand à l'aube, des pieds de fillette trottinent sur les taches de jour glissées dans la pénombre et que les yeux se ferment au désastre de voir. Un événement, une annonciation sans miracle, une éternité sans suite, enfin la fin. Et la mamelle de la terre, retournée sur elle-même en récipient mental, concept ou déverser un dé de connaissance, même si au fond du bol, c'est la lie d'un vin de jouvence déjà vu. Trop tard pour une écoute. Main en conque autour du lobe. Ohé, vivant! De quel côté posez-vous le mot qui le dit? L'effroi et la terreur ne sont que nôtres. Ailleurs, la nuit est douce, l'archi-le-meuble, le lumen des galaxies continuées. Pour l'intervalle où se love une vie embaulée sous la mousse, il suffit d'un ray de lumière griffant la vitre, les étoiles trop loin pour faire signe, de la lueur d'un lampadaire, d'une allumette, de l'aura bleutée d'un téléphone, de la rencontre de phares et de lucioles giclant écrasés contre le pare-brise, où les essuie-glaces nettoient leurs traces rosâtres pour que les ordres se mêlent de nouveau et que ne se puisse séparer ce que nous sommes de ce que nous sommes. Une voix dit « je t'aime » dans un portable coincé entre la joue et l'épaule, tandis que les mains s'affairent à nettoyer les cadavres d'insectes grésillant sur le capot. Et c'est ainsi. Même si les mots préfèrent papillonner autour d'une même corolle, et ce serait chanson de la prairie au coquelicot, ce n'est pas. Et ils se posent tout ensemble, l'ensemble de tout. Les aulnes avec leurs tarins, le jabotage des pigeons avec leurs carcasses mangées de fourmis rouges dans les poubelles des squares, et à l'arrière-train du langage, un âne peut braire de passion. Paix dans l'engorgement des paroles impatientes. Rien ne dit rien de plus qu'une existence, et sa limpidité circonscrite à l'infime et au vaste. En marche, au trot, la mort sans le formol et la viande avariée,
la guerre l'excrément et les gravats de plaque au plâtre. Le peu de chair qui reste aux lèvres égrène encore un mantra de baiser. Petit serpent véloce, viens, viens piquer le sein dénudé, que le nom disparaisse dans la chair, nimbus chargé de pluie, quand rien n'aura plus lieu de ce que je connais, et ce sera la délivrance. Grelottent les cloches au cou des mules. L'abattoir n'est pas plus loin que le sommet. Ils se rejoignent dans l'union trismégiste des contraires. La bouse des cibles s'ouvre sur la Montjoie des pérégrins. La force de l'amour nous fera tous renaître entre les lèvres roses de l'orchidée pyramidale. Elle demande « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je caresse sa joue du regard, allant le dit à son attente inventive, au clinamen du visage, nos voix couchées en nous, avec l'envie de vivre, comme un mot sur la langue, à décutir les multiples de l'univers pour un repos repu et consommé. Dans le pré, une pie. Sur la table, les œufs, la ciboulette, le pot de lait, une pincée de farine. Une cuillère de bois pour touiller le tout d'une rotation rapide du poignet. Lui, le fume dans la poêle. Il se murmure encore quelque chose au col de l'horizon. Dans ses plis de rayons délavés accueillant l'indicible, mais rien n'éclot sans elle au nid de dire. 2 pierres bâtissent 2 maisons, et 7 pierres plus de 5000. C'est à partir de là qu'il faut compter. Admettons que nos paroles aient la force de quasar dans une langue où les langues finissent, qu'elles suffisent à inventer d'autres soleils avant que le nôtre ne vire naine noire. Je passerai mon besoin de lumière au ressassement de la langue jointe grain par grain à elle-même, à démêler la filasse noueuse des bouées, à tondre la plume des oisillons pour un duvet d'innocence. Mais ce que j'invente ainsi de ma vie a déjà eu lieu. Il lui reste l'éternité pour se défaire. Demain s'en va pour me rejoindre, ici, maintenant. Un corps penché à la fenêtre écoute la nuit. Son besoin de lumière, en elle, s'assouvit. Déroulé continu, mais ça peut se lire aussi par fragments, hein, c'est pas... Voilà. Et là, il y a le déroulé d'un ensemble. Alors, je vais vous en lire un second, alors un peu brutal, non, ça nous change. Il est assez brutal, ce texte, vous connaissez. C'est que je trouve le monde assez désastreux, cette fois-ci. Alors, celui-là s'appelle Miserere. Dans l'inex, orable, tricable, pillable, cusable, l'inac, complice, cessible, acceptable. Au jour le jour du pétillement des écrans, avec les ais, tripés, tranglés, cartelés, corchés, ventrés, tétés, viscerés, leur morcelés entre les langues. Dans le désassemblé, désarrimé, désespéré, le définitif de l'étripaille et la douceur des peaux. Entre les ombres de la caverne et les bavures d'huile sur le béton, le fichier droit dans la cible de l'être et le biseau réversible de tout, les agenouillés de Jérusalem, les priants du mur, des mosquées, du Saint-Sépulcre, leurs faces parfois transfigurées, et le mouroir aussi de nos croyances, les dieux sanglants, l'avidité des hommes, la quête claudicante des questions et la mansuétude des bienveillants parmi les éons et les cycles. Dans les courter, brécher, vider la piété patiente de la parole à leur recueil, la méfiance incurable au décompte de l'ex et de l'inexpliqué, de l'ex et de l'inexplicable, tête ététée, entêtée à l'inespérable et l'inexaucé. Frayeur et cruauté sont trop vastes, dit-elle, pour s'apprivoiser à leur humanité moyenne, son odeur de près de chez soi, au pas de porte de l'épicier. Des corps sommeillent sous le soleil, d'autres pourrissent dans la même moiteur. Ma gazelle blanche, mon béryl, ma lampée de luciole, égorger la femelle, raccord rompu entre les mots, poussé au plaies de la parole, à butiner les écoulements, infirmière à courant, consolante mamie, hurlante mon gars, olifant aux lèvres purpurines, un os et elle prend, couille rentrée entre les dents du sang, à la vitre d'un lac, où se posait sur son velours un vol d'ibis aux ailes repliées. Sur ce broyage, l'ininterrompu marmonnement des discours et des prières, sur leur dévastation
et c'est au moindre mot une langue commune qui se sépare. De longue date, dit-elle, les femmes n'ont d'âme que concédée en soumission, et ce chiffon nettoie le sang et la poussière. Gratte-ciel, bâtisse, forteresse, arche, tour, glissez-nous du coffrage des fondations. Nous sommes porte-avions d'une moquerie capitale. Dans le plasma de l'univers, ces bouchées crassent plutôt siphon. Rien ne se défait, cela se défait, cela se défait, rien ne se défait. Courant la langue, elles sont les bêtements dans le caquet des singes et des dieux. La folie ordinaire, comme un calcul de petite classe, son odeur nôtre, sa tétanie témoin de nous, son addition d'enfant, à qui la somme couperait les mains, dans la faction, la fraction, la fission de notre histoire, ces cailloux d'infamie et le miséréré qui nomme son entier. Alors ils sont très différents, hein, ces textes, donc il y en a encore un peu à lire. Ça va, vous supporter? On peut continuer? Bon, alors, c'est donc vous me dites. Ça sature, là. Alors, un petit cours aussi, celui-là, vous avez vu, ces fragments-là sont plus courts. Voilà. Et l'autre est très ample, il y en a un au milieu qui est très ample, ceux-là sont plus brefs. Actures sire, une mémoriale. Actures sire, en latin, ça veut dire, j'aimais beaucoup cette expression, ça veut dire j'irai rejoindre le plus grand nombre. C'était l'euphémisme pour mourir. Actures sire, j'irai rejoindre le plus grand nombre. Voilà, même si maintenant, je crois que nous sommes au versant où le nombre de vivants est bientôt plus grand que celui de morts. J'avais lu ça, je ne sais plus où, mais c'est ce thème dit j'irai rejoindre le plus grand nombre. Je dis tout cela qui est très réconciliateur. Nous ne faisons qu'aller rejoindre le plus grand nombre. Comme un texte ou un temple. L'échangeur de l'autoroute, le stade, son embut piqué de ballons d'arbres, la passe alerte dans l'élan de sa course, les herbes à papillons voltigeant sur la nuque, entre l'aplomb des platanes, l'horizontale de l'eau, son inconstance liquide, et le désordre minuscule des mousses, le miroir exhibé de la Seine, et les gravillons discrets du chemin de halage. Renoncule, Lotier, Lupin, Saponaire du square, dans le multiple de leurs noms, et celui, du lavis bleu, au ciel coupé des vitres. Dans le désassuré des apparences, l'instant a son suspens de vide, la chape de l'univers sur les tours de la Défense, l'éternité a son piquet d'étoiles naines, les motos garées au pied de la tour Ève, dont le nom palindrome s'ouvre d'un V au V d'une consonne, dans le concassé du ciment sur le goudron ouvert, la mastication du vif par le vif, le prix d'un mot sur la livre de chair, le temps étonné de ton corps mort, et plus encore de son oubli. Je te souviens pourtant, au nid des corps à souvenirs, champs de maïs au traversant des plaines, bruissant de vent, sa coulée de couleuvre entre les épis. Fuyant le temps au dormant des fenêtres, ce lit de blé couché, c'est ta tombe, ce tertre où il s'arrase. Le cœur commun que nous a fait l'amour, bat encore là, je ne sais où, son édifice immatériel perdu dans un bout de beauce moissonné en bord de route, dans l'odeur de foin grillé, le bleu simple d'un ciel mince, son clapet d'éternité, refermé sur nous, à nos mesures. Au balancier des saisons, chaque septembre, le remugle des feuilles fanées, tu suivais vivre, demain, encore, ou bientôt, les nuages, sans terre visible à leur dessus, la glissière des yeux curieux, le plaisir que tu avais des gens, des choses. Tu aimais aussi le courage et la clarté. Tout cela écarquillé par la mort, sans équité, sans justice. Le temps venu de moins que ton ombre dans sa paix. La folie a mangé la moitié de ma vie et l'entier de la tienne, riveraine de pieds pendus aux pampilles de l'esprit, comme dans le parfum poivré des immortels, la chair blanche des eucalyptus et sous l'écorce, là. Ce qui en réchappe s'agite désordonné et dérisoire, dénué de sensation de soi-même, une roue tourne silencieuse à la moue d'un capot, puis plus rien, à ce rien donné absolument. Ne reste de la nuit que ta rencontre, yeux vides, avec une telle tristesse d'être en mort, que j'ai serré tes côtes creuses contre moi pour te consoler, perçant tes os. Et l'avenir, offert comme un verre de vin, je l'ai bu, trinquant au plus grand nombre,
que j'irai rejoignant, fuyant ma vie fuyante, que je croyais poser sur mon épaule, voletant à mon cou l'apprivoiser, quand un fouet de soie a claqué une joue d'esclave à ma face, et une voix de hache m'a fini au merlin, telles les bêtes à l'abattoir autrefois, tandis que, soulagé de tout, dans le léger d'une vie soufflée comme un cheveu, j'ai ramené à mon visage le tien, et tous ceux que j'ai aimés, pour qu'ils m'emportent avec la joie que j'ai eue d'eux. Il va m'en vouloir si je vous en lis trop, vous lâchez plus, c'était possible. Encore un ou on arrête? Un dernier pour le coup. Vous allez pour la route, ça va? Allez. Pour l'avant. Alors, ou alors un bout d'un tout autre ton. D'accord? Ironique cette fois, ça me change un peu. Je bois une cup of tea. Le biscuit a fondu dans la soucoupe, porté à la bouche, la porcelaine translucide, fesses serrées au bord du fauteuil, des élégances de comtesse et de gentleman. On a un moustique enfonce sa trompe dans le bras, dans le gras du bras et bombe au biceps un dôme de bubon à l'univers s'accroute. La boîte à vifres donne sa musique, les cochons d'Inde font tourner leurs roues, le mot veau mugit dans sa litière. Dans l'animalerie des bords de Seine, un rang blanc grimpe sur ton épaule, furetant du museau à s'échapper. Le feuilleté du poumon et les valvules du cœur pompent leur oxygène, toute chair également rétribuée. Je te touche de main immédiate, ou de proximité et de distance, dans l'intimité sonore de ton nom. La porte se ferme avec un clong de gong tibétain. Le Bouddha rit dans le mandala du clavier. Tap, 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 le majeur, clap, 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 l'index. La langue papille au portillon des lèvres embrassées. Tourne les pages, à frémir voyelles de haute lisse. Un point dessus, un point dessous. Coudre, moudre, meuler, tailler, trancher, lisser, tirer, pousser, presser. Et quelques autres actions verbales de peu d'importance. Mais à l'importance, nul n'est tenu. Je vais finir sur celui-là, ça, bon. Alors, parce que c'est une série d'actions, donc je vous ai lu là par exemple une série, puis il y en a d'autres qui viennent, je ne mens pas, je vous en lirai, et puis comme ça, voilà. Je ne mens pas, j'ai acheté un foulard noisette, à travers un chapeau de paille, les cils prennent une épaisseur de jonc. Je me rappelle l'hiver de Moscou et les enseignes de restaurants en cyrillique, prononcées pectopan. Tu commandes des œufs de mulet. Je vide comme un poulet la panse plénipotentiaire de la parole et prise elle-même, et de ses tourniquets de mouchameau. On a roulé longtemps sur une départementale déserte qui objectait l'ennui avec les pains florentins, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'ils le seront. J'ai dit, je me suis tu. Parfois j'ai faim de faim. Tu me réveilles à minuit pour demander si je suis là. Une vallée flamboie en réconciliation céleste au détour d'un virage. Son détail grossi au télescope envahit les yeux. C'est perdu mais sans regret. Il n'y a rien derrière l'éternité. Et son devant sans après. Sa minuterie non plus que rien ne coupe. J'ai décapsulé un coca, renversé une pile de livres, ouvert puis fermé un carnet, prononcé ton nom juste quand tu arrivais et murmuré coïncidence. Puis nous aussi nous coïncidons. Puis heureusement, rien en nous ne coïncide. Tu as demandé quoi heureusement? Je me suis mangé la cervelle pour attraper un bout de beau, claudiquant entre mou de menton et jambes torses. Il tombe ce soir un goulot d'infini, où une éclipse s'incline en luce joyeuse comme un pain de Pâques, etc. Dans le minime à ma portée, le décliné à la minime, le familier apprivoisé et l'inachevé définitif. Leur mordillement entre l'irréfléchi et le soupesé ou supposé juste. La passe devant dans les matins penchés à picorer nos vies. Des copeaux de nuit vrillent dans les lys solaires, visuels et abstraits, leurs fruits oculaires sur les toupes de bleu. Les yeux palpent une chair soustraite et le petit démesuré à se connaître. Il s'accomplit. Poignée menottée de minutes, je, tu, il, nous, vous, elle, grappille, détaillons dans la surprise rugueuse d'exister. Le jour grésille en fine fuite l'alphabet polyglotte des verbes qui nous conjuguent entre pollen et planète, fêlure et forêt, et encore la forêt de notre multitude. Merci.
crois qu'on pourra peut-être plutôt bavarder Alors, si vous avez des questions. Claude, alors tu connais Gérald. Je connais Gérald, je connais son travail, que j'aime beaucoup, et ces blancs m'inspirent des choses. Bon, le travail justement, blanc sur blanc. Et donc je voulais t'inviter parce que alors c'est la deuxième fois que tu viens ici moi, je suis ravi. Je trouve ça cohérent puisque voilà, vous connaissez avec Gérald. Par Georges. Et qui est un des premiers amis. Et tu publies donc aux éditions de l'Amandier ce livre qui s'appelle Épître, l'angle Louvre. Je vais commencer par deux questions parce que je n'ai pas pu les hiérarchiser. Tu organises le livre en 10 épîtres. Pourquoi avoir choisi l'épître? Et surtout, que tu me définisses ce que c'est que cette langue louve. À la fin, tu dis que c'est une langue à la fois nourricière et qu'elle permet aussi, comment dire, la douceur ou le cri, sauvage, le comportement, voilà, sauvagerie. Ah non, mais dis le mieux. Bon, mais j'ai juste ça, et comme ça nous permettra. D'abord, merci à toi de m'inviter, à tous deux de m'inviter, et merci à vous d'être là. Fondamentalement, d'abord cela. Ensuite, on ne dit pas ce qu'on a voulu faire dans un livre, parce qu'on a réussi à le faire et ça marche, mais on n'a pas réussi et c'est pas la peine de le dire à ce moment-là. Bon, mais quand même, on peut tout de même dire quelle était la réflexion poétique qui a mené, ou la volonté poétique esthétique qui a mené à cela. Alors, épître langue de Louvre. Pourquoi épître? Ce sont 10 fragments d'épître, ce qui fait que c'est une seule épître. Et en 10 fragments qui sont d'ailleurs sous-titrés, In Memoriam, de main méditante, un besoin de lumière, etc. Chaque fragment de l'épître a un sous-titre. Alors pourquoi l'épître? L'épître c'est la lettre, tout simplement, sauf que c'est une lettre, et c'est un texte qui est un texte adressé. Une lettre c'est adressé, quand on écrit à quelqu'un. Et le texte là est adressé, non seulement bien sûr au lecteur, ça c'est une implicite de toute écriture, mais c'est un texte dialogué. Voilà. Il y a deux personnages dedans. Il y a quelqu'un qui répond, un je en l'occurrence, et un tu ou un elle qui questionne, qui est d'ailleurs une figure variable, qui n'est pas qui est une figure variable et qui questionne sans arrêt sur l'essentiel du monde, etc. Donc l'épître suppose l'adresse, suppose le dialogue, suppose le rapport à l'autre. Et comme c'est quand même un texte dans lequel la mort n'est jamais comme, était vraiment sur la mort, ici c'est quand même un texte d'amour par certains côtés. Et moi j'aime pas faire un texte d'amour où j'ai dit tes pieds, tes yeux, tes bras, tes feux, voilà, bon, non, ta barbe, ton machin, ou tes seins, je fais des choses narcissiques comme ça, maintenant, dans cette espèce d'éloge de blason, bien qu'il y ait de magnifique, de blason de l'autre. En revanche, ça m'intéressait de mettre l'autre, même si après c'est un autre imaginaire constitué de l'autre dans le poème, et que le rapport amoureux soit présent dans le poème, plutôt que dit au sens de j'aime tes yeux, j'aime ceci, j'aime cela, etc. Non, cela ne se doit pas dire, cela doit se faire. Donc voilà pourquoi l'épître, c'est la première raison, sur le contenu. Et deuxièmement, l'épître, ça renvoie quand même à l'épître aux Corinthiens, Saint Paul, ça renvoie donc à quelque chose de l'ordre d'une conception du monde. Voilà. Alors en l'occurrence, rien de religieux, peut-être de spirituel dans ce que je dis, de religieux dogmatique certainement pas, vous l'entendrez d'ailleurs, mais il est sûr qu'il y a, que ce texte est une méditation sur le monde. Le texte central s'appelle d'ailleurs de main méditante. C'est sur une méditation sur où nous allons, que faisons-nous finalement, et quel est le questionnement fondamental de nous-mêmes. Donc du coup, il y a cette connotation. Et enfin, le troisième sens du mot épître, c'est que l'épître est un poème. C'est une forme poétique. Alors, vous voyez les épîtres de Boileau, celles que j'ai écrites, elles ne ressemblent pas à celles-là, évidemment. Elles sont écrites au XXe siècle. Mais j'aime bien m'inscrire dans un écho, et que plus personne n'aurait eu l'idée de faire des épîtres. Et pour notamment réintroduire à l'intérieur du poème quelque chose qui m'importe. Parce que si je fais un livre, j'en fais un tous les 10 ans, presque, j'en fais pas beaucoup. Il m'importe d'essayer de renouveler une certaine manière du poème. Et de tenter de le faire, on va dire que j'arrive, de tenter de le faire. Et à un moment donné, la poésie contemporaine a évacué, post-malarméenne, a évacué la description, a évacué le narratif évidemment, a évacué la réflexion, c'est-à-dire l'argumentatif, si on peut parler en termes, voilà, l'argumentatif et le narratif. Et il m'intéressait, et à un moment on arrive au bout, c'est-à-dire on est au bout, et du coup elle se
répète, la manière. Il y a un son d'époque qui après me ronronne aux oreilles, et je ne veux pas être dans le son d'époque. Je ne veux pas. Voilà. Donc, pour sortir de ce son d'époque, et pour explorer l'autre chemin, ben, j'ai introduit dedans de l'argument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça réfléchit au monde, ça en parle, et du narratif, il y a de la narration. Donc le texte, d'où cette notion d'épître. Le texte, alors par rapport à la mort, vous le verrez tout simplement, alors là parfois ça fait surpris certains, mais c'est pourtant très simple, en fait ça passe de prose poétique, c'est-à-dire de prose tout simplement, de récit, en vers, avec des passages qui sont, je dis en vers tout simplement quand ça va à la ligne, vous le voyez, ça va à la ligne, puis ça revient, etc. Je passe, au lieu de faire, comme j'ai fait dans la Morandonnée, comme un poème en prose, un poème qui va à la ligne, un poème en prose, un poème qui va à la ligne, clac, je les ai rassemblés. Et je les ai rassemblés dans une langue continue, et on arrive à la langue de Louvre, dans le continu d'une langue, parce que je trouve que dans nos cerveaux, c'est continu. Et donc j'avais envie de quelque chose qui soit dans ce continu. Alors j'ai enlevé des fragments. Parce que sinon, mais quand même, je voulais qu'il y ait quelque chose, un peu comme finalement, vous voyez, il y a une série ici. Hein, et pourquoi, moi je sais, c'est pas pourquoi le peintre a fait une série, mais je sais ce que moi je vois. Bon, c'est qu'à un moment donné, si j'en fais un seul, ou s'il y en a juste un ou deux, comment dire, en faisant la série, ils sortent chacun, surtout ceux-là qui ne sont pas encadrés, de leur unicité. De cet encadrement qui fait qu'on enferme les choses. Et à un moment donné, le poème est dans son cadre de poème. Et donc j'avais envie de le jeter du cadre. Voilà. Donc il est dans cette parole continue, que la dernière fois j'avais lu uniquement par fragments. Alors évidemment, du coup, ça faisait un peu émietté, quoi. Mais alors que ce soir, parce qu'on avait un quart d'heure chacun, alors que ce soir, je pourrais vous lire un continu. Un continuum, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avaler à l'entier, voilà. Et donc Louvre, pourquoi langue de Louvre? Les deux questions. Et enfin, c'est le dernier point, c'est que écrire, c'est travailler la langue. Écrire, c'est chercher une langue. La trouver, c'est autre chose. Mais écrire, c'est chercher une langue. Et que la langue qui me travaille, ou que je travaille, et réciproquement, parce qu'elle me travaille autant que je la travaille, elle est effectivement Louvre. C'est-à-dire, Louvre, j'aimais bien d'abord langue de Louvre, c'est normand, hein, je dis sauvage et nourricière. Parce que la langue, c'est à la fois ce qui nous nourrit, ce par quoi on devient humain. Parce que sans langue, on ne devient pas humain. Mais l'oreille, je dirais Rabelais. Donc ce qui nous nourrit fondamentalement, le mot, la parole, c'est ce qui nous nourrit. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est jamais apprivoisé, qui nous est toujours étranger. Si ma langue n'était pas étrangère, je n'y ferais qu'iradoter ce qui a déjà été dit de la même manière 10 000 fois. Donc j'ai tenté de dire à la fois ce fondamental de la langue, si tu veux, de ce la Louve nourricière de Rome, etc. Les enfants loups, on faisait tout un univers collectif. Donc cette épître langue de Louve, ça renvoie à tout un imaginaire qu'après, encore bien sûr, chacun enrichi de ce qu'il est lui-même, évidemment. Hein, mais pour moi, il se posait comme ça. Bon, c'est bien parce que tu as répondu à plein de questions que je voulais te poser, notamment sur les dialogues, notamment sur la prose et le vers qui se mêlent de plus en plus chez toi. Oui. Un dernier mot avant que tu nous dises, sur les éléments concrets, sur les éléments quotidiens qui de plus en plus interfèrent, je trouve, oui, dans ton travail. C'est-à-dire qu'on a le rien, on a l'espérance, la désespérance, on a le monde, etc. Et de plus en plus, l'ordinateur portable, l'armoire qui s'ouvre, de plus en plus l'insertion des petites choses quotidiennes. Oui, parce que je voulais que la poésie, d'abord la poésie est dans le corps. Sinon, bon. Mais à un moment donné, cette parole du corps, notre corps, il est sans cesse en relation avec d'autres corps, bien sûr, mais aussi avec le monde, avec ce livre que je tiens, avec là où je m'assois, avec un fauteuil, avec tout ce que je fais tous les jours de mes doigts et de mes mains. Et cette présence du monde, dans son concret, le plus humble, si on veut, mais au sens vraiment d'humble, pas au sens moralisateur que je déteste, mais au sens humiliste, étymologique, la terre, au sens, bon, le plus près de la terre, de ce que nous faisons. Je parle de pêche, je parle de notre quotidien. Et il me semble, enfin pour moi maintenant, ça a toujours été présent dans mes textes. Mais là, voilà. C'était deux circonstances. Voilà. Là, c'est vraiment dans le flux de la vie. Voilà pourquoi il y a tout, il fleure, à fleur, vous le verrez, hein, sans arrêt, le concret du monde, le concret de mon quotidien. Et ça va évidemment de l'ordinateur à la poêle à frire, bien sûr. Mais l'enjeu, enfin, je vous le dis là, parce qu'on est là justement pour parler, l'enjeu, c'est de pouvoir faire de la métaphysique en mettant la poêle à frire au milieu. Parce que l'enjeu, c'est ça pour moi, la tension maximale. Voilà. Et qu'il y ait à l'intérieur du texte une tension maximale.
Et pour qu'il y ait de la dynamique, il faut qu'il y ait de la tension. Donc entre cette familiarité quotidienne et en même temps un propos qui, il faut bien le dire, c'est pour ça que ça s'appelle épître, est quand même un propos qu'on va appeler presque philosophique. Je pense à Schiller, hein, le poète allemand, hein, Schiller. Les Gedankenlyrik, ça ne peut pas traduire ça en français. Gedanken, ça veut dire penser, et lyrique, ça veut dire chanter, le chant, bien sûr. Hein. Les Gedankenlyrik, qui sont des poèmes de Schiller du 19e, c'est ce mot, en un seul mot, met très bien l'idée du poème et l'idée de la pensée. Parce que pour moi, le poème, c'est une pensée à l'acte. Voilà. C'est de la pensée à l'acte. C'est pas du sort, c'est de la pensée à l'acte. Tu nous lis la métaphysique de la Paul Freire? Je vais lire ma métaphysique de la Paul Freire. Voilà. I can remember everything as if it were yesterday.